Bonjour Monsieur le Premier ministre, avant de commencer cette interview, deux choses qui sont importantes pour cette interview exclusive pour iTélé et Canal+. C'est la première fois que nous nous rencontrons, nous ne nous sommes jamais parlé en privé. Vous n'avez pas reçu à l'avance la liste de mes questions et nous n'avons pas non plus donné à vos conseillers la liste de nos questions. C'est donc en suivant des règles éthiques très précises que nous réalisons cette interview et je vous remercie beaucoup d'avoir choisi iTélé et Canal+ pour vous exprimer en premier par rapport au public français. Merci, c'est compris. C'est très bien. On ne reçoit pas les questions en avance. Exactement. C'est quelque chose de formidable, si c'est possible, je voudrais le voir. Okay. C'est parfait. Peut-on faire l'interview en français ou en anglais? Non, en anglais. En anglais. Mr. Prime Minister. Pour exprimer des idées précisément. Parfait. Monsieur le Premier ministre, il y a 3 jours, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a parlé de ce qu'il a qualifié le massacre de civils à Gaza et a utilisé le mot carnage. Le président de la République, François Hollande, a lui aussi fait une déclaration très forte sur la position israélienne et sur l'opération militaire à Gaza. Quelle est votre réaction? Nous regrettons qu'il y ait des victimes civiles à Gaza. Chacune d'entre elles représente une tragédie, mais il faut savoir à qui incombe la responsabilité de ces tragédies. Et cette responsabilité, c'est celle du Hamas, parce que le Hamas vise délibérément nos civils, envoie des roquettes sur nos villes. 3500 roquettes tirées sur nos villes. Imaginez si ça se passait en France. 3500 roquettes. Mais non seulement tirent-ils des roquettes, ils tirent les roquettes depuis des lieux où il y a des civils. Ils envoient des roquettes depuis des domiciles privés, des écoles, des hôpitaux, des mosquées, etc. Donc le Hamas commet un double crime de guerre. Il vise des civils, il se cache derrière des civils et le Hamas s'attend à ce que le monde condamne Israël d'avoir lancé cette intervention légitime militaire d'autodéfense contre les tireurs de Hamas, contre les terroristes du Hamas, alors qu'il est inévitable qu'il y ait des victimes civiles. Mais pour revenir à ma question, êtes-vous surpris par les mots français « carnage à Gaza » ? C'est vrai qu'il y a un carnage à Gaza, mais ce carnage, c'est la conséquence des agissements du Hamas. Et Israël n'est qu'en situation d'autodéfense. Je vais vous donner un exemple. En 1944, Deuxième Guerre mondiale, l'armée de l'air britannique décide de bombarder le siège de la Gestapo à Copenhague, une cible légitime. Mais les pilotes britanniques tirent à côté et au lieu de tirer sur le siège de la Gestapo, ils tirent sur un hôpital pour enfants. Quelques 83 enfants sont brûlés vifs dans des circonstances horribles. Ce n'est pas un crime de guerre, ce n'est pas un massacre. C'est une tragédie terrible de guerre qui va avec toute action légitime. Mais il y a une différence entre ce que fait Israël et ce que fait le Hamas et les djihadistes. Cette différence, c'est que nous visons délibérément des cibles militaires et terroristes. Et par accident, nous avons des victimes civiles. Alors que eux, ils visent délibérément des civils en envoyant de nombreuses roquettes sur nos villes, dont le but n'est que d'atteindre les civils, sans parler des tunnels, évidemment, qui atteignent nos communautés et nos écoles maternelles. Avez-vous détruit tous les tunnels, Monsieur le Premier ministre? Nous avons détruit tous les tunnels dont nous avons connaissance. Tunnels au nombre de 30, au travers desquels ils allaient envoyer des brigades de la mort dans nos villes, dans nos kibbutz, dans nos écoles maternelles. Oui, et tuer tous les civils, c'est toujours ce que vous expliquez. Pour tuer des civils, pour faire des enlèvements, ils ont essayé d'ailleurs, ils ont échoué. Mais la question est la suivante. Vous savez où ils sortent ces tunnels ? Dans des domiciles privés, dans des écoles, dans des zones civiles densément peuplées. Allons-nous adopter une position? Est-ce que ces terroristes ont de l'immunité? Parce qu'ils disent, si vous tirez sur nous, eh bien, vous aurez des victimes civiles. Si tel est le cas, je ne vois pas comment les alliés auraient pu gagner en Normandie. Je ne vois pas comment les démocraties pourraient combattre la marée du terrorisme islamiste qui frappe le Moyen-Orient, en Irak, l'État islamique, l'Al-Qaïda, le Hezbollah, le Hamas, Boko Haram en Afrique du Nord et ainsi de suite, et en Afrique subsaharienne, en Libye. C'est un système, voyez-vous, c'est un système de groupes terroristes qui voient une population civile, envoient des roquettes. Vous invoquez toujours ces raisons et nous n'avons pas beaucoup de temps. Je dis ça, mais c'est important. Mais que faire contre cela? Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous.
C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge parce que s'il est perçu que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël sera défaite et cela les encouragera. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des roquettes ne fait qu'augmenter. Vous serez visés, vous en France. La communauté internationale est aujourd'hui extrêmement choquée par ce qui s'est passé à Gaza. Les Nations Unies ont même déclaré qu'Israël avait commis des crimes de guerre. En tant que journaliste, je dois vous poser la question, est-ce qu'Israël a commis des crimes de guerre et quelle est votre réaction? Ce n'est pas vrai. Ceux qui commettent ces crimes de guerre, eh bien, c'est le Hamas. Ils attaquent délibérément les civils et ils utilisent délibérément les civils comme bouclier humain. C'est un crime de guerre double et ils empêchent l'aide humanitaire. Israël avait envoyé 2000 camions d'aide humanitaire pendant les cessez-le-feu que nous avons acceptés et même exigés. Mais le Hamas a interdit ce flux d'aide humanitaire. Donc c'est le Hamas qui est responsable. Tout le monde le comprend. Ce sont eux qui sont responsables de ces crimes de guerre. Travaillant pour une chaîne de télévision française, je dois aussi vous poser cette question. Il y a eu beaucoup de manifestations par rapport au conflit entre Israël et le Hamas. On a vu beaucoup de gens dans les rues, on a entendu « mort aux Juifs », il y a eu des synagogues et des magasins qui ont été pris pour cible. Quelle est votre réaction? Cet antisémitisme est une pathologie, c'est une maladie. Il faut la combattre. Est-ce une maladie en France? Bien sûr. Et je suis ravi que les gouvernements français, actuels et précédents, luttent contre l'antisémitisme. Mais il faut en voir l'origine. À l'heure actuelle, cette vague d'antisémitisme est enracinée dans cette croyance de l'islam militant qui attaque les Juifs. La charte du Hamas demande l'éradication de tous les Juifs, pas simplement l'État juif. Ils ne veulent pas une solution à deux États, ils veulent une solution sans État d'Israël. Mais ils ne veulent pas de Juifs. Vous trouvez un Juif, vous le tuez, où qu'il soit. Donc ce n'est pas étonnant que les amis du Hamas, en France et ailleurs en Europe, partagent cette idéologie antisémite. Et il faut la combattre ici, en France et ailleurs. Pensez-vous que le gouvernement français a agi suffisamment? Je crois que la France a une position cohérente et régulière de lutte contre l'antisémitisme et il faut poursuivre. Quand verra-t-on la paix entre Israël et les Palestiniens? Dès que les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël et sont prêts à vivre côte à côte avec l'État juif, nous pourrons avoir la paix. Mais le Hamas, qui appelle à notre annihilation, ce n'est pas propice à la paix, à moins qu'ils ne changent leur charte. Si demain le Hamas décide à nouveau de tirer sur Israël, quelle sera votre réaction? Nous allons nous défendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous tirons sur ceux qui tirent sur nous. Nous devons protéger notre peuple. Hier soir, le président Obama a parlé d'espoir pour Gaza. Pour vous, qu'est-ce que espoir pour Gaza signifie? Le meilleur espoir pour Gaza, ce serait de libérer son peuple de la tyrannie du Hamas qui a pris son peuple en otage. Les gens sortent des décombres à Gaza et disent au Hamas, qu'avez-vous fait? Regardez ce que vous nous avez fait. Et vous savez ce que fait le Hamas? Eh bien, le Hamas exécute ces gens-là. On n'entend pas parler de ça. Il y a eu un rapport de Gaza, j'ai donné une conférence de presse hier et j'ai montré des images qui montrent la façon dont le Hamas place ses missiles et ses roquettes dans des écoles ou ailleurs. Eh bien, il y a un correspondant qui m'a appelé au téléphone. Du moins, mon entourage a reçu un appel et le correspondant disait « Ne montrez pas ces images parce que ça met en péril ma vie ». Est-ce que la vie de quiconque est en péril en Israël pour une raison comme ça? Non. On peut montrer tout ce qu'on veut. Personne ne contrôle les images en Israël. À Gaza, la plus grande tyrannie vient du fait que Gaza a été pris en otage par Hamas. Et c'est une tragédie depuis la prise du pouvoir par Hamas. Cette organisation terroriste qui vise à tuer notre peuple et qui vise à tuer son propre peuple et à augmenter le nombre de victimes civiles. Le plus grand espoir pour Gaza, ce serait de se libérer de cette tyrannie. Mais à court terme, il faudrait cesser la violence. Il faudrait viser le développement de Gaza. Le peuple de Gaza n'est pas notre ennemi, c'est le Hamas, notre ennemi. Mais nous voulons apporter de l'aide humanitaire, nous l'avons déjà fait, et nous voulons participer au développement de Gaza
à condition que cela aille de pair avec la sécurité d'Israël. Nous voulons envoyer du ciment, mais pour bâtir, non pas des tunnels, mais des écoles, des vraies écoles, des hôpitaux. Dernière question, c'est promis. Pensez-vous que vous avez gagné cette bataille de communication parce que dans le monde entier, on vous critique pour ce que vous avez fait? Je me rends compte que les gens ne connaissent pas la réalité. Imaginez que vous êtes dans une pièce obscure, comme me l'a dit un grand rabbin. Quand on est dans une pièce obscure, il faut allumer une bougie, la bougie de la vérité. Et les gens justes, qui ont un esprit équilibré, verront la lumière de cette bougie, cette lumière de la vérité. Et chacun d'entre nous doit allumer la bougie de la vérité. Et la vérité, c'est qu'Israël est une démocratie à qui on impose la guerre, qui se bat pour sa sécurité, contre un ennemi particulièrement cruel qui n'obéit à aucune norme, aucune loi, qui n'a aucune inhibition, qui attaque nos civils et qui utilise ses propres civils comme boucliers humains. Est-ce que c'est difficile pour vous, personnellement? Bien entendu, ma tâche n'est pas la plus aisée qui soit, particulièrement en ce moment. Mais la chose la plus dure pour moi, c'est de parler aux familles de nos soldats, nos familles endeuillées de ces soldats qui se sont battus si courageusement dans des maisons piégées, dans des circonstances absolument incroyables, et pourtant ils se sont battus. Il y a eu quelques 64 victimes. Mon frère, lui, est tombé à Entebbe en 1976, en Ouganda, pour la libération des otages. Et moi, j'étais son frère, endeuillé. Et je me souviens de mes parents. Et c'était difficile pour moi de revivre ces instants lorsque je m'exprimais envers ces différentes familles de ces soldats qui se battent pour défendre notre peuple et qui se battent dans cette guerre juste. Il n'y a pas de guerre plus juste que celle-ci. J'espère que nous connaîtrons la paix pour notre peuple et le peuple de Gaza. Et j'espère que la communauté internationale sera solidaire auprès de tous ceux qui se défendent contre toutes ces nouvelles tyrannies terroristes. Mais si tel n'est pas le cas, si vous n'êtes pas solidaire d'Israël maintenant, eh bien cette tyrannie, ce terrorisme, vous les connaîtrez aussi. Merci beaucoup. Nous devons arrêter cette interview, mais encore une fois, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pas de compromis sur un nouveau cessez-le-feu, vous le regrettez? Non, mais vous dites les conditions du Hamas. La levée du siège, ce ne sont pas les conditions du Hamas. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable, il n'est pas légal d'imposer un siège inhumain à 1,8 million de Palestiniens. On ne comprend pas comment ce siège a pu durer 8 ans. Après la catastrophe que nous venons de vivre, les destructions, la mort de 1800 Palestiniens, 1900 presque, tués par Israël, dont 400 enfants, la destruction de 10 000 maisons, de nos écoles et de nos hôpitaux. Vous pensez que si on ne lève pas le siège, à quoi ressemblerait la vie à Gaza? Nous n'avons pas le choix et nous nous demandons pourquoi il n'y a pas d'intervention internationale beaucoup plus forte pour faire pression sur la puissance occupante pour qu'elle mette fin à son siège. Et vous parlez de la communauté internationale, vous vous sentez trahi, elle vous délaisse aujourd'hui? Mais moi je regarde les résultats, on entend enfin les paroles qu'on attendait depuis le début de cette agression israélienne sur les massacres, sur le carnage. Mais la communauté internationale appelle à la fin des massacres. L'Union européenne appelle depuis 8 ans à la levée du siège israélien. Elle appelle depuis 30 ans à la fin de la colonisation israélienne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir ces résultats? Elle a appelé à la libération de nos députés, au respect du droit international. À chaque fois, l'impunité d'Israël a fait que ces paroles n'ont eu aucune valeur. Et elle a continué, cet État-là, à être un État au-dessus des lois et donc à être un État hors la loi. J'évoquais les conditions, à savoir Israël ne répond pas aux demandes du Hamas, un port à Gaza, la fin du blocus de la bande du Gaza. Vous faites partie du Fatah, un parti qui est membre d'un gouvernement de coalition avec le Hamas. Vous partagez donc toutes ces revendications? Je vous parle en tant que représentant de la Palestine, celle qui représente tous les Palestiniens. Nous avons une délégation unitaire au Caire qui a fait cette demande. Encore une fois, les demandes palestiniennes devraient être les mêmes que les demandes internationales. La question, c'est pourquoi il n'y a pas de pression pour obtenir des résultats. Pourquoi rien n'a été fait pour arrêter ces massacres beaucoup plus tôt? Pourquoi hier, à la télévision, à une certaine télévision française, Netanyahou a pu dire que critiquer Israël, c'est soutenir le terrorisme, voire même un terrorisme qui arriverait en France, ou c'est de l'antisémitisme. Aujourd'hui, dénoncer les crimes de guerre,
Dénoncer le non-respect du droit, ça serait soutenir le terrorisme. Appeler un État à se conformer à ses obligations et mettre fin à son occupation, ne pas tuer des civils par centaines, par milliers, des familles entières. Et donc nous sommes face à une situation incroyable. Et les Palestiniens ne devraient pas être seuls à devoir plaider pour la liberté et la dignité de leur peuple et pour le respect du droit international. Et selon vous, la sécurité d'Israël, c'est la demande d'Israël, et Israël évoque les tunnels, les roquettes. Selon vous, cette sécurité d'Israël, elle est aujourd'hui conciliable avec l'exigence palestinienne de liberté ? Elle n'est conciliable qu'avec ça. Vous ne pouvez pas imposer l'insécurité à toute une nation et puis réclamer votre sécurité. Vous ne pouvez pas occuper, opprimer et dire que la rébellion du peuple opprimé serait la justification de la prolongation de votre oppression. Vous savez, si le représentant du gouvernement d'apartheid était l'invité hier d'une chaîne de télévision française, il vous aurait dit la même chose. Il y a des émeutes. Si on donne leurs droits aux Noirs, vous verrez ce qu'ils feront aux Blancs. Ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est quand on a respecté les droits et la liberté de chacun qu'on a pu vivre en sécurité et en paix. On ne peut pas réclamer sa sécurité quand on pose des bombes, quand on colonise, quand on occupe, quand on opprime, quand on assiège un peuple. Et donc Israël a essayé cette méthode depuis 60 ans. Elle a bombardé Gaza à 6 reprises au cours des 8 dernières années. Elle a tué plus de 4000 Palestiniens. Est-ce qu'elle a l'impression d'être plus en sécurité aujourd'hui ou est-ce qu'on doit attendre les prochains massacres pour enfin lui dire qu'on ne peut pas obtenir la sécurité de cette manière-là en violant le droit et en violant les droits nationaux d'un peuple tout entier? Et quand Barack Obama dit, comme c'était mercredi, sur le long terme, il va falloir reconnaître que Gaza ne peut pas subvenir à ses besoins en étant coupé du monde. Pour vous, c'est un signe d'espoir ou vous n'avez aucune confiance en les États-Unis ? Nous avons entendu les prises de parole successives. Je vous dis, l'Union européenne a demandé l'ouverture inconditionnelle et immédiate des points de passage depuis 8 ans, depuis le début du siège. Nous demandons, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'Israël est un État qui est mis au banc de la communauté internationale ou vous avez l'impression que tous ces États ont des relations privilégiées avec Israël, que tous ces États vendent des armes à Israël, qu'ils utilisent contre nous, que tous ces États ont des accords avec normalement, ils accueillent Lieberman, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui est un raciste notoire, qui appelle au meurtre des Palestiniens. Ils accueillent Netanyahou, qui lui-même a commis des crimes de guerre. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont traités en criminels de guerre ou un État partenaire et ami? Et donc nous disons, les critiques, nous les entendons. Nous attendons maintenant des actes conformes aux critiques. Et dans d'autres cas, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres imposent des sanctions, des mesures restrictives. Ils interdisent l'entrée de produits, ils interdisent l'entrée de personnes qui seraient soupçonnées de crimes de guerre. Et donc nous regardons et nous ne voyons rien de tout cela, rien, pas une seule mesure concrète pour mettre Israël face à ses obligations. Les tirs de roquettes ont repris ce matin de Gaza sur Israël et en même temps le Hamas dit vouloir continuer à négocier au Caire un cessez-le-feu. Les tirs de roquettes sont nécessaires selon vous ? Non, je ne vous dirai jamais que les tirs de roquettes sont nécessaires. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous avons plaidé pour une solution politique. Nous avons œuvré pendant 10 ans pour une solution pacifique. Mais est-ce que vous avez l'impression que nous avons obtenu des résultats? Nous, l'Organisation de libération de la Palestine, nous avons exigé que la communauté internationale intervienne pour nous aider à mettre fin à la colonisation et à l'occupation. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui en Cisjordanie, ça va bien? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a colonisation, qu'il y a occupation? Est-ce que nous avons réussi à obtenir la levée du siège de Gaza par les moyens politiques? Et donc, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas continuer à nous pousser dans le côté et dire quoi que nous fassions, nous sommes condamnables. Si on veut aller à la Cour pénale internationale, c'est un acte de terrorisme diplomatique selon les Israéliens. Si on veut aller à l'ONU, c'est un acte de terrorisme international selon les Israéliens. Si nous voulons utiliser la résistance militaire, vous savez, pour l'essentiel, il y a eu une résistance militaire conforme au droit international qui a coûté la vie à des soldats israéliens. Pour l'essentiel, les morts israéliens sont des soldats. Ça n'est pas le cas côté palestinien. C'est pour l'essentiel plus de 80% des civils. Et les condamnations des roquettes ont été unanimes. Les condamnations d'Israël, il a fallu attendre 3 semaines et 1500 morts palestiniens pour commencer à en entendre parler. Donc nous demandons qu'est-ce que le monde attend pour réagir et donner un message clair aux Israéliens accompagné d'actes qu'ils doivent aujourd'hui non seulement arrêter les massacres et faire un cessez-le-feu, mais lever le siège inhumain et commencer à mettre fin à cette occupation qui dure maintenant depuis plusieurs décennies. Vous demandez un message clair, il y en a eu un il y a près de 2 ans maintenant. L'Assemblée générale des Nations unies a octroyé le statut d'observateur à l'État de Palestine. Vous avez l'impression que depuis, les Nations unies ont reculé ?
il y a eu des déclarations des Nations Unies au départ qui étaient pas du tout conformes au droit international, pas du tout conformes à leur rôle. Et puis, il a fallu le bombardement d'une école de l'ONU pour qu'on commence à écouter l'appel du droit international, l'appel au respect des civils palestiniens. Vous savez, il y a des moments où on se demande si nos vies valent autant que les vies israéliennes. Quand vous regardez les réactions, nous avons eu 1900 morts palestiniens, plus de 80% des civils, plus de 400 enfants. Ça aurait dû provoquer des réactions beaucoup plus tôt et d'une autre forme. Mais encore une fois, nous n'attendons pas que des déclarations. Nous avons obtenu le vote pour un État palestinien. La France a voté à nos côtés à ce moment important et historique. Où est cet État ? Aujourd'hui, Israël continue à occuper cet État. Nous avons ratifié les conventions de Genève, nous, l'État de Palestine. Enfin, nous pouvions le faire. Est-ce que ces conventions sont appliquées ? Non. Ces conventions prévoient que les États ont des obligations non seulement de respecter le droit international, mais d'assurer son respect par les autres États. Israël devrait être mise au banc de la communauté internationale si elle poursuit son occupation, sa colonisation et ses crimes de guerre. Les États européens, généralement, appellent leurs partenaires à ratifier le statut de Rome et la Cour pénale internationale. Hier, Netanyahou disait on n'a pas commis de crimes de guerre. Que nous allions ensemble ratifier les statuts de Rome et allions devant la Cour pénale internationale. Ou est-ce qu'il va encore faire une nouvelle commission d'enquête israélienne qui dira qu'il n'y a pas de problème ? Aucun soldat n'a été jugé véritablement, aucun colon n'a été jugé véritablement en Israël au cours des 6 dernières décennies. Est-ce que ça ressemble au respect du droit international auquel appellent les nations à travers le monde ? Et donc nous avons vu des États en Amérique latine, nous avons vu les peuples défiler, prendre des positions de principe. Nous voulons des actes aujourd'hui, nous avons besoin d'actes, il s'agit de sauver des vies.